Dans la chaleur étouffante de la jungle du Sud-Vietnam, en 1969, la province de Phuoc Tuy était devenue un creuset silencieux de tensions et de morts. La guerre n'était plus seulement une question de territoire. Elle était affaire d'ombre, de murmures et de la danse mortelle entre le chasseur et le chassé. Sous la canopée imposante et les sous-bois enchevêtrés, deux ennemis se déplaçaient, se voyant rarement mais se sentant toujours. Nichée au pied des collines verdoyantes se trouvait Nui Dat, la base principale de la première force opérationnelle australienne, un ATF. Lourdement fortifiée et constamment patrouillée, Nui Dat se dressait comme un avant-poste stratégique sur une terre où chaque sentier pouvait mener à une embuscade. Mais au-delà des clôtures périphériques, plus profondément dans la jungle inexplorée, se trouvait le véritable domaine du Special Air Service Regiment, SAS, les forces spéciales d'élite de l'Australie. Les hommes du SAS n'étaient pas des soldats ordinaires. Ils ne marchaient pas en formation et n'attendaient pas les ordres à découvert. Ils se déplaçaient silencieusement, souvent en équipe ne dépassant pas 4 hommes. Vêtus de tenues de jungle, camouflés de la tête aux pieds, ils étaient entraînés à observer, frapper et disparaître. Leur cible n'était pas toujours des bataillons, mais des informations, des cartes, des murmures dans l'obscurité et des figures clés qui disparaissaient d'une seule balle. Fin août 1969, les rapports de renseignement indiquaient qu'une route de ravitaillement de l'armée nord-vietnamienne, ANV, avait été réactivée près des plantations d'EVA au nord de Nui Dat. Les drones de reconnaissance n'étaient pas fiables. La zone était dense en couvert végétal et recouverte d'anciennes pistes françaises reprises depuis longtemps par la jungle. L'imagerie satellitaire était inutile. La seule façon de confirmer le rapport était d'envoyer des ombres. C'est alors qu'une patrouille SAS de 4 hommes, dirigée par le sergent Bob Buick, reçut l'ordre d'infiltrer la jungle, de localiser le sentier suspecté, d'observer des mouvements ennemis et de faire rapport. L'engagement n'était autorisé qu'en cas de nécessité. Parmi eux se trouvait le caporal Mitch Lanford, un tireur d'élite chevronné, connu pour ses nerfs d'acier et sa précision inégalée. Armé d'un M14 à lunettes, Mitch était l'œil et la gâchette de l'équipe. Il connaissait les risques. Ses missions n'étaient pas accompagnées de renforts. Le contact radio était limité. S'ils étaient pris, l'aide était à des heures de distance si elle arrivait. Mais telle était la nature de leur guerre. Une guerre de patience, de silence et de discipline. Alors que l'équipe se glissait au-delà du périmètre et disparaissait dans l'épaisse végétation, le bruit de la base s'est estompé derrière eux. Devant, il n'y avait que le souffle de la jungle, humide, chaud et plein d'yeux invisibles. Chaque pas était délibéré, chaque mouvement calculé. Ils marcheraient pendant des heures, peut-être des jours, sans prononcer un seul mot. La communication passait par des signaux de main, le contact visuel et l'instinct. Ce n'était pas le champ de bataille d'Hollywood. Il n'y avait pas de charge de héros, pas de drapeau flottant. Ici, dans la jungle de Phuoc Tuy, la mort ne portait pas d'uniforme et arrivait parfois sans un bruit. Et pour les hommes du SAS, c'était exactement comme cela qu'ils aimaient ça. Ils ne cherchaient pas la gloire, ils cherchaient des ombres,
et ils étaient prêts à en devenir une. Au cours de la deuxième nuit, la patrouille SAS était profondément en territoire contrôlé par l'ennemi. La jungle était plus épaisse, plus sombre ici. Même les oiseaux semblaient retenir leur souffle. Chaque homme portait plus de 40 kilos d'équipement. Fusils, rations, radios et explosifs. Mais leurs mouvements étaient fantomatiques. Aucune brindille ne craquait sous leurs bottes. Aucun métal ne s'entrechoquait. Seulement le léger bruissement des feuilles et le rythme de leur respiration contrôlée. Le sergent Bob Buick leva un poing fermé. L'équipe se figea sans un mot. Ils se laissèrent tomber à couvert et balayèrent le sentier du regard. Et là, c'était cela. Des empreintes de pas fraîches dans la boue, légèrement estompées par la rosée matinale. À côté d'elle, la vague silhouette d'une marque de traînée. Peut-être une radio ou une caisse de munitions, signe d'une petite unité logistique. Buick s'agenouilla près de la piste, ses doigts effleurant un mégot de cigarette jeté. Il était encore chaud. Il n'était pas loin. Le caporal Mitch Lanford, le tireur d'élite de l'équipe, grimpa dans un banyan, se positionnant sur une haute branche avec une ligne de vue parfaite. À travers sa lunette, il balaya lentement le sentier. Rien. Juste des couches de verre et des ombres changeantes. Mais son instinct lui disait que ce n'était qu'une question de temps. Pendant des heures, l'équipe est restée immobile, camouflée si minutieusement que même quelques oiseaux de passage ont atterri près d'eux sans hésitation. Mitch ajusta sa prise sur le fusil. Il ne clignait pas beaucoup des yeux. Son regard bougeait comme celui d'un chat, mesurant la distance, s'ajustant au vent, à l'humidité, même à la courbure du terrain. Puis ils sont apparus. Une colonne de soldats de l'ANV, forte d'environ 15 hommes, émergea silencieusement de la lisière des arbres à l'est, se déplaçant le long du sentier. Pas de conversation, pas de rire, juste un mouvement silencieux et déterminé. La plupart portaient des fusils, mais un homme au centre portait un plus grand sac d'opérateur radio de campagne. La longue antenne dépassait derrière sa tête, comme un drapeau. Mitch expira doucement. C'était celui-là. Il marqua le terrain, estima le vent, vérifia la distance, puis attendit. Mais la mission n'était pas d'engager le combat. Pas encore. À moins qu'il ne soit découvert. Il devait observer et faire rapport. Buick griffonna des notes sur un bloc-notes imperméable. 15 plus ANV. Unité logistique. Opérateur radio. Position. Mouvement vers le sud. Soudain, l'un des soldats à l'arrière s'arrêta. Il balaya la jungle du regard, ses yeux se plissant. Sa tête s'inclina légèrement. Avait-il vu quelque chose ? Un éclat ? Une ombre ? Le rythme cardiaque de Mitch changea à peine. Son doigt s'enroula lentement autour de la gâchette, juste au cas où. L'homme s'attarda, puis secoua la tête et continua. Le moment passa. Une fois que le dernier soldat eut disparu dans les arbres, Buick donna un signal silencieux. Ils allaient suivre l'unité, la traquer plus profondément, et attendre le moment parfait. Des renseignements aussi clairs étaient rares. S'ils pouvaient suivre sans être détectés, ils pourraient trouver une base de ravitaillement ou même un poste de commandement.
mais un seul faux pas pourrait tous les exposer. Alors que la jungle se refermait à nouveau sur le sentier, les 4 ombres se remirent en mouvement. C'était le jeu auquel ils jouaient. La mort n'était qu'un murmure, et le silence, leur seule protection. Le tireur d'élite ajusta son fusil et suivit. La chasse avait véritablement commencé. Au 3e jour, l'équipe SAS avait traqué la colonne de l'ANV sur près de 12 km de terrain de jungle impitoyable. L'itinéraire serpentait à travers d'épaisses vignes, d'étroites crêtes et des lits de ruisseaux peu profonds. La progression était lente et délibérée, tant pour le chasseur que pour la proie. La patrouille se déplaçait uniquement à l'aube et au crépuscule, faisant une pause pendant la chaleur de la mi-journée pour observer et rester caché. Ils buvaient de l'eau avec des tablettes de purification et mangeaient des rations froides en silence. Chaque son dans la forêt semblait amplifié. Le battement d'ailes des oiseaux, le craquement lointain du bambou, même les battements de leur propre cœur. En fin d'après-midi, ils ont repéré des signes de quelque chose de grand. De nouveaux sentiers convergents, des couvertures aériennes construites à partir de feuilles de palmier et des tranchées fraîchement creusées. Le sergent Buck signala l'arrêt. L'ANV ne faisait pas que passer. Ils étaient en train d'établir un point de ravitaillement avancé. Le caporal Mitch Lanford, le tireur d'élite, escalada un grand figuier pour une meilleure vue. De son perchoir, caché derrière d'épaisses feuilles, il pouvait juste distinguer les bords d'une base camouflée, partiellement creusée à flanc de colline. À travers sa lunette, il aperçut 2 gardes postés, leurs fusils nonchalamment en bandoulière, fumant et bavardant. Puis, un 3e homme apparut, le même opérateur radio de l'ANV qu'ils avaient vu plus tôt, facilement identifiable à son équipement distinctif. Il entra dans une structure ressemblant à une tente près du centre du camp. Mitch ajusta sa position, le cœur stable, la respiration calme. Un tir clair d'ici serait difficile. La portée était de près de 300 mètres, avec du feuillage entre les deux. Le vent était minime, mais l'humidité pouvait déformer la trajectoire. Cela exigerait un timing parfait et une précision absolue. Pendant ce temps, au sol, le sergent Buck étudia la carte et passa un appel radio chiffré à la base. Hub logistique possible. Demandons coordonnées d'artillerie. Marquerons la position si engagement nécessaire. Mais il se faisait tard. La lumière déclinait et tout mouvement maintenant risquait d'exposer l'équipe. La décision de Buck était claire. Ils attendaient jusqu'à l'aube. La nuit est venue comme un rideau, épais et lourd. L'équipe SAS a pris des quarts. Un homme toujours éveillé, toujours à l'écoute. À 4 heures, Mitch était de retour dans l'arbre, sa lunette déjà réglée. À travers sa lentille thermique, de faibles signatures de chaleur corporelle brillaient dans l'obscurité. L'opérateur radio est réapparu, cette fois portant des documents,
flanqués d'un autre officier de l'ANV. Ils examinaient quelque chose, probablement des ordres ou des cartes. Ils s'arrêtèrent près de la lisière de la clairière. Le doigt de Mitch se resserra. Puis c'est arrivé. Un jeune soldat de l'ANV, à peine plus âgé que 18 ans, s'avança dans les broussailles près de la position de l'équipe, peut-être pour se soulager. Il se figea, ses yeux fixés sur quelque chose. Un éclat de métal, un souffle, une empreinte de pas. Quelque chose les avait trahis. Il se tourna pour donner l'alerte. Mitch n'attendit pas. Un coup de feu. Le garçon s'écroula. La jungle explosa de mouvement. Des cris éclatèrent du camp. Les deux officiers se retournèrent, confus. Deuxième coup de feu. Coup net dans la poitrine de l'opérateur radio. Buick cria « Repli ! On est repéré !» La jungle, qui avait retenu son souffle pendant des jours, rugissait maintenant. Les balles traçantes illuminèrent la cime des arbres. Les mines Claymore furent déclenchées. Les chasseurs étaient devenus les chassés. Mais le tireur d'élite avait frappé. Et maintenant, c'était une course pour disparaître. La première balle avait abattu le garçon. La seconde avait fracassé la poitrine de l'opérateur radio de l'ANV. Puis la jungle explosa. Des balles traçantes rouges déchiraient l'obscurité comme des flèches brûlantes. Des cris en vietnamien résonnèrent depuis la clairière. Des projecteurs s'allumèrent. Des sirènes hurlèrent. L'élément de surprise avait disparu. Maintenant, c'était la survie. « Déplacez-vous !» La voix du sergent Buick était basse mais ferme. Calme même sous le feu. L'équipe se dispersa en mouvement exercé, disparaissant dans la ligne des arbres. Les mines Claymore qu'ils avaient posées plus tôt rugirent, coupant la première vague de troupes de l'ANV qui se lançaient à la poursuite. Des cris résonnèrent, suivis du silence. Mais l'ennemi était entraîné et en colère. Des renforts viendraient vite. Le caporal Mitch Lonford, le tireur d'élite, prenait l'arrière. Il se déplaçait rapidement, le fusil en bandoulière, le pistolet dégainé. Il n'y avait pas de temps pour des tirs lointains maintenant, seulement la vitesse et le silence. Chaque homme avait mémorisé l'itinéraire vers le point d'extraction, une zone d'atterrissage, LZ, à près de 2 km au sud-ouest, juste au-delà d'un ravin escarpé. Le terrain ralentirait les poursuivants, mais il mettrait aussi à l'épreuve l'endurance de l'équipe. Pendant qu'il se déplaçait, le sergent Buick laissait de fausses pistes, des empreintes de bottes menant dans de mauvaises directions, de l'équipement d'appât attaché aux branches d'arbres. Un homme largua une charge de fusée minutée dans une grotte pour imiter des bavardages radio. Tout pour désorienter l'ennemi. Pourtant, il n'était pas seul. Moins de 20 minutes plus tard, le bruit des bottes s'écrasant dans les broussailles devint plus fort. L'ANV poursuivait en équipe échelonnée, effectuant des balayages larges, débordant l'équipe. L'équipe atteignit un ruisseau étroit. Ils y entrèrent silencieusement, se déplaçant dans l'eau sur plus de 200 mètres pour effacer les pistes olfactives. Des sangsues s'accrochaient à leurs bras.
Des moustiques obscurcissaient leur vision. Pourtant, personne ne se plaignit. Personne ne paniqua. Sur une petite crête, la patrouille s'arrêta. Mitch grimpa à un arbre pour surveiller pendant que les autres reprenaient leur souffle. À travers la lunette, il aperçut du mouvement. 4 soldats de l'ANV avec des chiens, à moins de 150 mètres derrière. Les chiens reniflaient, les oreilles frémissantes. Le danger était imminent. Mitch stabilisa sa visée, mais Buick lui toucha l'épaule. Pas encore. Puis le vent changea. Les chiens aboyèrent une fois et chargèrent. « Contact, à gauche !» siffla l'un des hommes. Cette fois, Mitch tira. 2 coups de feu, 2 hommes à terre. Un troisième tomba d'une grenade lancée en contrebas. Le 4e fit demi-tour et s'enfuit, mais les aboiements avaient déjà alerté les autres. « Allons-y fort !» ordonna Buick sombrement. La jungle éclata à nouveau. Des rafales contrôlées de tirs automatiques forcèrent les poursuivants restants à se mettre à couvert. Mais la fusillade ne durerait pas. Les munitions étaient limitées. L'équipe devait disparaître à nouveau. Ils poussèrent fort, chaque pas étant un pari entre l'épuisement et la survie. Enfin, les arbres s'éclaircirent, révélant une clairière boueuse marquée par de la fumée orange. La zone d'extraction. Au-dessus de leur tête, le vrombissement des pales de rotor déchira la fusillade. Un hélicoptère Huey UH-1 apparut, volant à basse altitude. Alors que l'équipe sprinta vers l'hélicoptère, des balles sifflèrent près de leur tête. Un homme trébucha, touché à la jambe, mais les autres le tirèrent. Ils s'entassèrent dans la soute, tandis que le mitrailleur de porte ouvrait le feu, déchiquetant la jungle derrière eux. Le Huey s'éleva, virant brusquement. La jungle recula. Il s'en était sorti, juste de justesse. Mais la guerre était loin d'être terminée. Le martèlement rythmé de l'hélicoptère s'est estompé alors que le Huey atterrissait à Nouidat, soulevant des nuages de poussière et le souffle des pales. Les médecins se sont précipités, soulevant le soldat du SAS blessé sur une civière. Il était stable, chanceux. La balle avait traversé net sa cuisse, manquant l'artère de quelques centimètres. Les 3 hommes restants ont sauté en silence, leurs équipements trempés de sueur et de boue, les visages illisibles sous la crasse et la peinture de camouflage. Personne n'a parlé. Au SAS, il n'y avait pas d'acclamation, pas de tape dans le dos. Il n'y avait que la mission, et si elle avait été accomplie. Ils ont été immédiatement escortés vers une salle de débriefing sécurisée à l'intérieur de la base. À l'intérieur, un ventilateur tournait paresseusement au-dessus de leur tête. La pièce était faiblement éclairée, meublée de manière spartiate. Des officiers de renseignement, un Australien et un Américain, attendaient avec des planches à pince et du café. Le sergent Bob Buick a commencé le débriefing. Sa voix était basse, brève, professionnelle. Il a raconté l'insertion, le pistage, la confirmation du site logistique de l'ANV et l'engagement du tireur d'élite qui avait forcé l'équipe à avorter. Le caporal Mitch Lanford a ajouté son récit, en particulier le coup fatal confirmé sur l'opérateur radio et la récupération d'une sacoche de documents lors de leur évasion finale, récupérée sur l'officier de l'ANV abattu par pur instinct, même sous le feu. Les officiers se sont penchés en avant. À l'intérieur de l'étui en cuir vieilli
se trouvaient des itinéraires de ravitaillement dessinés à la main, des calendriers de livraison et des positions d'unité griffonnées à l'encre bleue délavée. Une carte contenait des références de grilles encerclées, peut-être des emplacements de caches de munitions ou de bunkers de commandement le long de la frontière cambodgienne. « C'est de l'or », dit l'officier américain en tapotant la carte. « Cela pourrait changer le tempo des opérations sur l'ensemble du corridor sud. Vous, les gars, venez de nous acheter quelques semaines de répit. » Mais l'équipe a à peine hoché la tête. Ils étaient épuisés, physiquement, mentalement et, plus que tout, émotionnellement. Prendre des vies, même des tirs nets, n'était pas aussi net à l'intérieur de l'âme. Dehors, le soleil commençait à se lever sur les basses collines, projetant de longues ombres sur la terre rouge. La base s'animait, mécaniciens démarrant des moteurs, fantassins faisant leur jogging en formation, un hélicoptère lointain décollant. De retour dans les quartiers de l'équipe, Mitch était assis sur son lit de camp, ses fusils démontés et séchant à côté de lui. Il fixait le vide, rejouant l'instant où le jeune soldat de l'ANV les avait repérés. Son visage à peine plus qu'un garçon. La façon dont il s'était tourné pour crier. La façon dont Mitch avait appuyé sur la gâchette sans hésitation. Un coup, une vie, une décision. C'était le prix du silence. Il ne le regrettait pas. Cela avait sauvé l'équipe. Mais cela restait avec lui. L'ennemi pouvait être sans nom, mais leur visage persistait. Toutes les mises à mort n'étaient pas nettes dans l'esprit. Buick entra doucement dans la pièce et lança une gourde à Mitch. « Tu as fait ton travail, » dit-il, s'asseyant en face de lui. Mitch hocha la tête une fois. « Je sais. » Ils retombèrent dans le silence. Dehors, la guerre continuait. Des ordres étaient rédigés, de nouvelles missions planifiées. Mais pour l'instant, les ombres se reposaient.